La plupart des investisseurs immobiliers pensent que leur plus gros risque, c'est soit la vacance locative, soit le squat, soit les impayés. Et en fait, ils se trompent. En 2026, votre plus grand adversaire, c'est l'érosion silencieuse de votre capital organisée par l'administration fiscale. Entre les normes de DPE qui transforment vos mètres carrés en passifs financiers et des dispositifs comme le mécanisme Jeanbrun qui viennent grignoter 30% de votre plus-value à la sortie, l'immobilier n'est plus un placement de bon père de famille, c'est devenu un champ de mine fiscal. Et si vous n'avez pas encore verrouillé vos stratégies de sortie, si vous ne construisez pas votre patrimoine de manière structurée, alors vous allez accumuler une dette différée envers l'État. Et aujourd'hui, je vous montre comment identifier les 5 bombes à retardement qui menacent votre épargne et comment les neutraliser avant qu'elles ne s'activent. Alors restez très attentifs parce que ce que vous allez entendre contredit vraiment tout ce que les magazines économiques essaient de vous vendre depuis des années. Et commençons par dissiper un brouillard marketing. Le dispositif Jeanbrun, c'est pas une subvention directe comme l'était le Pinel, c'est un mécanisme purement comptable. Concrètement, l'État vous autorise à considérer que votre bien immobilier perd de la valeur chaque année, c'est ce qu'on appelle l'amortissement, et à déduire cette perte fictive de vos revenus fonciers. Sur le papier, c'est le Graal parce que vous allez baisser vos impôts et votre base imposable, vous payez donc moins d'impôts aujourd'hui, mais vous gardez plus de cash dans votre poche, sauf qu'en fiscalité, rien n'est gratuit. L'amortissement, c'est une arme à double tranchant. Vous manipulez la comptabilité pour réduire votre impôt immédiat, mais cette réduction crée une dette fiscale latente. Le fisc ne vous fait pas de cadeau de ces sommes, il les met simplement au frigo en gros. Pour que vous compreniez bien le danger, on va sortir la calculatrice et on va comparer un investisseur classique qui ne toucherait pas au dispositif Jeanbrun. Alors imaginons un investisseur qui achète un bien 300 000 euros. Après 9 ans, il revend ce même bien 380 000 euros. Il a donc fait une belle plus-value immobilière de 80 000 euros. Dans ce cas-là, notre investisseur, il a décidé d'investir sans le dispositif Jeanbrun. Il revend, il dégage donc ses 80 000 euros de profil et après les abattements pour durée de détention, il doit environ 30% d'impôt au fisc, donc une somme d'environ 24 000 euros de taxes sur la plus-value. Ça, c'est les règles du jeu classique. Cas numéro 2. Notre investisseur décide d'utiliser le fameux dispositif Jeanbrun. Alors pendant 9 ans, il a déduit 60 000 euros d'amortissement. Il était content, il n'a pas payé d'impôt sur ses loyers. Mais le jour de la revente, le fisc sort littéralement la guillotine et va lui faire une recapture fiscale. L'administration va lui dire: Monsieur, vous avez déclaré que votre bien a perdu 60% de valeur. Ok, pas de souci. Mais pour nous, vous l'avez pas acheté 300 000 euros, mais vous l'avez acheté 240 000 euros. Résultat, sa plus-value fiscale, elle est plus de 80 000 euros, mais elle grimpe artificiellement à 140 000 euros. Alors faites le calcul, 30% de 140 000 euros, ça donne 42 000 euros d'impôt. Et regardez l'écart. En utilisant ce dispositif, notre investisseur va payer 18 000 euros d'impôts supplémentaires à la sortie. Il a cru gagner de la trésorerie chaque mois, mais en réalité, il a juste financé son propre matraquage fiscal futur. C'est mathématique. Donc s'il vend à 9 ans, notre investisseur se fait littéralement rincer. Le Jeanbrun, finalement, c'est pas un outil de rendement, c'est un outil de rétention. Si vous ne verrouillez pas votre bien pour les 22 prochaines années parce que c'est le temps que les abattements effacent cette plus-value fictive, vous ne faites pas de l'optimisation, vous faites un crédit à taux zéro, mais c'est l'État qui encaisse les intérêts à la fin. Et c'est ici qu'intervient la notion de rentabilité net-net, que j'explique dans une précédente vidéo, sur la vidéo à 1200 euros de cash flow net-net. La plupart des investisseurs, ils s'arrêtent au calcul du cash flow mensuel, c'est une erreur de débutant, vous devez intégrer dans votre équation la fiscalité de sortie. Et en 2026, si vous ne modélisez pas l'impôt sur la plus-value, votre rentabilité réelle, c'est un véritable mirage. Et pour ça, j'insiste, je vous renvoie vers ma vidéo, la stratégie pour toucher 1200 euros de cash flow qui vous explique en détail tout ça. Donc si on opte pour le dispositif Jeanbrun, quelle est la stratégie de survie ? Le long terme, voire le très long terme, le dispositif Jeanbrun, il n'est pas conçu pour faire du buy and hold, comme on dit, notamment sur 9 ans. C'est un outil de détention patrimoniale et les abattements pour une durée de détention ne deviennent réellement protecteurs qu'après 2 décennies. Si votre stratégie de sortie est prévue avant 20 ans, alors le dispositif Jeanbrun, c'est un piège à liquidité qui transformera votre optimisation fiscale en une amende vraiment salée à la sortie. Alors ne pilotez plus votre patrimoine à la petite semaine, et on ne fait jamais ça quand on fait de l'investissement immobilier, on pilote vraiment sur la durée. Et si vous ne pouvez donc pas vous projeter sur 20 ans, passez votre chemin parce que le dispositif Jeanbrun, il n'est pas fait pour vous. Maintenant, piège numéro 2, la fausse bonne nouvelle du DPE. On va parler maintenant du nouveau meilleur ami, le fameux coefficient de
conversion électrique. Pour ceux qui ont suivi l'actualité législative de 2026, c'est entre guillemets la bonne nouvelle que tout le monde attendait, puisque l'administration, dans son élan de générosité bien connu, a soudain décidé d'abaisser ce coefficient qui pénalisait historiquement le chauffage électrique. Résultat, on est passé d'un coefficient de 2,3 à 1,9, ce qui a permis à environ 850 000 logements, principalement des petites surfaces, qui ont vu donc leur étiquette de DPE passer magiquement de F à E ou de G à F sans avoir posé un seul centimètre d'isolant, changé des fenêtres, changé la méthode de chauffage. Donc ça, c'est un vrai tour de passe-passe réglementaire qui est d'une efficacité redoutable pour calmer la fronde des propriétaires et remettre aussi sur le marché de la location un gros volume de logements, mais c'est un piège mortel pour l'investisseur. Et comme vous le savez, ici je suis là pour analyser et pour vous éviter de tomber dans les pièges. D'ailleurs, si vous voulez avoir un mémo de toute cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire, puisque vous retrouverez un support illustré, bien formaté, qui vous permettra de reprendre à tête reposée tout ce que je vous dis, et ça vous permettra même d'aller plus loin. Donc si vous achetez en 2026 un studio qui est classé E uniquement parce qu'il a bénéficié de cette requalification, vous faites une erreur de débutant là aussi. Vous achetez une illusion comptable. Sur le terrain, votre logement, il reste tout simplement une passoire thermique. La physique, elle connaît pas ces fameux décrets, toutes ces réglementations ministérielles. Les calories, eux, vont continuer de s'échapper des murs, si vous pouvez me permettre. Si vous me permettez, les combles et le vitrage simple resteront dégueulasses, et donc ce coefficient de 1,9, c'est juste un cache-misère institutionnel. Vous avez une étiquette propre sur un actif qui, dans sa structure même, est en train de se déprécier. Alors pourquoi c'est un piège? Parce que le mur du 1er janvier 2028, lui, n'a pas bougé d'1 millimètre, et à cette date, les logements classés F seront interdits à la location, et ceux qui sont passés de G à F grâce au coefficient de 1,9, eh ben, ils sont en sursis, et ceux qui sont passés de F à E, tout simplement, ils n'ont pas de garantie de pérennité, parce que ces évolutions ministérielles et réglementaires, elles peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Donc en achetant ce type de bien aujourd'hui, vous allez vraiment vous exposer. Vous achetez pas un appartement prêt à louer pour les 10 prochaines années, vous achetez une obligation de travaux immédiate. Alors des fois, c'est une bonne chose. Je dis pas que les travaux, c'est une mauvaise chose. Au contraire, si on va sur des thématiques plus poussées, notamment en accompagnement sur du conseil pur, des fois, c'est utile d'avoir des travaux pour générer du déficit et passer donc sur une autre dimension comptable qui nous éloigne du Jeanbrun, mais qui nous évite quand même de payer des impôts. Donc, pour revenir au DPE, le marché ne s'y trompe pas. Les acquéreurs avertis, ils commencent à distinguer le DPE, que je dirais de naturel, du DPE gonflé par l'administration. Donc en 2026, si vous vous contentez de cette étiquette embellie, vous finirez avec un bien dont le loyer est bloqué et que vous ne pourrez plus indexer, et qui finira en plus par être frappé d'une interdiction de louer. Donc mon conseil, il est assez simple: ne regardez plus la lettre sur le diagnostic, regardez l'audit technique. Et si le bien nécessite une rénovation globale pour être réellement performant, intégrez le coût des travaux dans votre offre d'achat et dans votre négociation dès aujourd'hui. Parce que celui qui ignore en paiera les conséquences et le prix fort dans moins de 24 mois. Alors posez-vous la question suivante: est-ce que vous êtes prêt à financer le confort de votre locataire avec votre propre épargne, parce que vous n'avez pas estimé comme il faut les travaux et que vous vous êtes fait berner par une lettre? Piège numéro 3, les taux réglementaires de la loi Le Meur et encadrement. Alors si vous pensiez notamment que le meublé de tourisme était encore une terre promise, comme vous le vendent pas mal de youtubeurs vendeurs de rêves exilés à Dubaï, et donc une terre promise où on pouvait encaisser des rendements à 2 chiffres sans contrainte, vous faites vraiment fausse route. Parce que la loi Le Meur, récemment mise en place, n'est pas un simple ajustement législatif, c'est une guillotine là aussi administrative, posée juste sur votre tête et donc sur votre modèle de rentabilité, puisque depuis 2026, la fête elle est finie. Pourquoi? Parce que l'État a donné aux mairies des armes de destruction massive contre le Airbnb sauvage. Avant, vous aviez donc 120 jours pour louer votre résidence principale. Les maires peuvent désormais réduire cette durée à 90 jours par simple délibération. Et le véritable piège, et celui qui passe inaperçu dans les contrats de location, se situe aussi dans les couloirs de vos copropriétés. Parce qu'auparavant, interdire la location saisonnière dans un immeuble demandait l'unanimité. Aujourd'hui, c'est une utopie juridique, puisque avec la nouvelle donne législative, la majorité des 2/3 suffisent pour verrouiller votre bien. Donc si vos voisins ont décidé que votre va-et-vient touristique commence à les agacer, ils ont désormais le pouvoir légal de transformer votre investissement en une simple location classique à rendement réduit. Donc le Airbnb sauvage, c'est devenu une partie de poker
vous avez déjà perdu contre la banque. La stratégie de survie, elle est simple, ça va être le pivot. Ceux qui persistent à jouer contre l'administration vont finir par céder leurs actifs en urgence. Les gestionnaires, ceux qui ont anticipé ces évolutions, eux, vont basculer sur du bail mobilité de 1 à 10 mois ou sur la location meublée longue durée. Vous perdrez certes un peu de rendement brut, mais vous allez gagner la seule chose qui compte aujourd'hui en 2026, c'est la sécurité juridique et l'immunité face aux injonctions des municipalités. Et si le risque réglementaire, ça ne vous suffit pas, on va parler de l'encadrement des loyers parce qu'on a 60 villes françaises qui appliquent désormais des plafonds stricts. Et l'erreur de débutant, c'est de croire que ces plafonds sont des recommandations. Eh ben non, en fait, ce sont des limites qui sont fixées par des arrêtés préfectoraux. Et le danger réel, c'est vraiment la rétroactivité. Parce que si vous avez fixé un loyer au-dessus du plafond de référence, c'est une pratique qui est devenue courante par méconnaissance ou par cupidité, eh ben votre locataire, il est en droit à tout moment de demander une action de diminution de loyer. Et devinez quoi, le juge peut même vous condamner à rembourser le trop perçu sur les 3 dernières années. Alors imaginez juste un peu le scénario, vous avez calculé votre cash flow sur un loyer de 1200 € et la justice vous force à descendre votre loyer à 950 € tout en exigeant le remboursement des 250 € mensuels encaissés indûment depuis 3 ans. Donc là aussi, c'est une bombe à retardement pour vous en termes de trésorerie parce que vous pourrez payer et rembourser pas moins de 9000 €. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui l'immobilier, c'est pas une affaire d'intuition, c'est vraiment une affaire de conformité. Et si vous ne maîtrisez pas le zonage et les plafonds de loyer de votre secteur, alors vous ne gérez pas un patrimoine, vous jouez à la roulette russe avec votre épargne, c'est simple. Allez, on passe au piège numéro 4, et là on va basculer plutôt sur les thématiques bancaires que je connais bien, puisque le 4e piège c'est sans doute le plus sournois, parce qu'il se joue donc pas chez le notaire, mais vraiment dans les bureaux feutrés de votre conseiller bancaire. En 2026, les banques, elles ne vous voient plus comme un investisseur audacieux, mais comme un simple taux d'endettement à 35%. Et donc on a le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, qui a verrouillé les vannes avec une précision assez millimétrée. Et pour la plupart d'entre vous, l'époque où l'on pouvait enchaîner des crédits, elle est révolue tout simplement. Et l'erreur fatale, c'est de miser sur le calcul différentiel. Alors je m'explique. Hier, les banques, elles acceptaient d'isoler vos revenus locatifs pour compenser vos mensualités de crédit. Aujourd'hui, on va appliquer une règle tout à fait différente. C'est la règle de la sommation globale. Vos charges totales, y compris les crédits immobiliers existants, ne doivent pas dépasser 35% de vos revenus nets. Ce simple changement de dogme mathématique va transformer votre stratégie d'acquisition en un mur qui peut devenir infranchissable. Alors vous pensiez bâtir un empire, vous vous retrouvez avec un plafond de verre. Et le vrai danger, c'est que la plupart des investisseurs ignorent que aujourd'hui, le poids de la taxe foncière, il est croissant et il est intégré dans le calcul imposé par le HCSF. Et la taxe foncière, c'est plus une simple ligne de charge, c'est vraiment le tueur silencieux de votre rendement net. Il suffit de voir mes précédentes vidéos, notamment sur les villes d'Angers en France, et vous prenez Angers ou Grenoble, qui sont des villes où le rendement brut qui semble assez séduisant, et sur le papier, il est flingué tout simplement par la taxe foncière qui a explosé de 40% en 10 ans. Et donc cette charge, elle vient dévorer votre reste à vivre, ce fameux surplus financier que la banque scrute pour valider votre dossier. Donc si votre reste à vivre est trop faible, votre dossier finira dans la pile des refus, peu importe la qualité de votre projet. Alors comment survivre à ce type de problématique sur des thématiques bancaires? Il va falloir mettre en place du nantissement. Donc en 2026, si vous voulez dépasser la barre des 35%, vous devez parler le langage des banquiers et la garantie solide. Donc le nantissement d'une assurance vie par exemple, la délégation d'assurance aussi pour faire baisser le taux ou la mise en avant d'une épargne de précaution robuste deviennent vraiment vos seules clés de succès pour obtenir des prêts dans des situations un peu compliquées. Et si vous voulez persister pour investir avec un dossier qui est plus que limite et avec une vision de rentabilité uniquement basée sur les loyers, vous allez malheureusement droit dans le décor. Vous devez désormais piloter votre patrimoine comme une entreprise qui se soucie de son ratio de solvabilité. Et ceux qui s'obstinent à ignorer ces règles-là, ils ne sont plus des investisseurs et ils vont devenir surendettés en puissance que les banques se feront un plaisir d'écarter. En 2026, du coup, la banque, elle prête plus à ceux qui veulent devenir riches, elle prête à ceux qui prouvent qu'ils n'ont plus besoin d'elle pour le devenir. Et c'est là tout le paradoxe de notre système. Si vous ne comprenez pas ça, votre prochain dossier de crédit sera refusé avant même d'arriver en comité risque ou en comité de validation des dossiers à fort enjeu. Allez, je bascule sur le dernier piège.
Le dernier piège, il est toujours en dehors de l'État, c'est l'aveuglement sur le plan projet pluriannuel de travaux. Et ça concerne les copropriétés, parce que ce dernier piège, c'est peut-être le plus insidieux pour ceux qui se pensent protégés par la pierre. Et l'aveuglement donc sur le PPPT, en 2026, l'investisseur qui achète un lot dans une copropriété, il doit vraiment disséquer les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale, sinon il commet vraiment une faute professionnelle extrêmement grave. Parce qu'on a trop d'investisseurs qui se focalisent sur le rendement brut ou sur l'emplacement en occultant totalement la santé financière de l'immeuble. Et pourtant, la loi, elle est formelle. En copropriété, vous n'êtes pas seulement propriétaire de vos murs, vous êtes aussi solidaire de la structure globale. Donc si la copropriété n'a pas encore voté de plan de rénovation énergétique, ce fameux PPPT, qui est devenu obligatoire pour les petites structures, vous êtes assis sur une vraie bombe à retardement financière. Donc ignorer le PPPT, c'est vraiment s'exposer à des appels de fonds massifs qui sont imprévus et qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros par lot. Donc imaginez, vous avez optimisé votre fiscalité, vous avez sécurisé votre crédit, mais une seule assemblée générale décide de voter une isolation thermique par l'extérieur ou le remplacement intégral d'une chaufferie collective qui était obsolète et qui ne respectait plus les règlements environnementaux, ça va venir pulvériser toutes vos économies et votre cash flow va devenir négatif pour les prochaines années et votre rentabilité aussi, même si vous aviez anticipé un scénario parfait. Donc on va anticiper toujours le scénario du pire et vraiment, ça c'est important, l'audit de terrain est donc votre unique rempart. Avant de signer le moindre compromis, vous devez vraiment exiger la lecture intégrale des décisions votées en Assemblée Générale et aller chercher les lignes budgétaires qui sont dédiées aux travaux de conservation, mais aussi et surtout aux travaux d'amélioration énergétique. Si la copropriété elle est notamment en retard sur ses obligations, si le fonds de travaux Allure il est vide, ou si vous n'avez aucune étude thermique qui a été menée, alors c'est pas un bon investissement, c'est vraiment une opération risquée où un potentiel passif avec des forts travaux vous attend. Donc soyez vraiment super vigilant quand vous achetez dans un lot en copropriété. Donc en conclusion, le marché 2026, il a un peu sifflé la fin de la récréation. L'immobilier, il est passé d'une ère de subventions simplistes à une ère de gestion d'actifs purs. Et si vous continuez à piloter votre patrimoine avec les méthodes d'hier, alors vous faites plus de l'investissement, vous financez à vos frais l'obsolescence programmée de votre épargne et de votre propre capital. La question, c'est plus de savoir si vous voulez investir, mais comment vous allez survivre aux différents chocs réglementaires, fiscaux et bancaires qui s'enchaînent. Et ça tombe bien, je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me solliciter en commentaire, je réponds absolument à tout le monde, et puis je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et du coup, comme je disais dans mon introduction et tout au long de cette vidéo, si vous voulez aller plus loin, si cette vidéo d'une vingtaine de minutes a été peut-être un peu trop dense, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien en commentaire qui est épinglé, et vous aurez accès à cette documentation de manière détaillée, précise, et vous pourrez la lire à tête reposée, revenir sur certains détails. Voilà. En tous les cas, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous remercie grandement. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo, partager la chaîne et puis abonnez-vous puisque vous l'avez vu, on lance une chaîne très sérieuse sur l'investissement immobilier et j'ai besoin de vous pour en faire une véritable machine de guerre. Merci à tous et à bientôt.